Bonjour à tous, vous êtes sur Quartier des Ondes et bienvenue dans notre émission Saveurs des quartiers. Donc je suis Anaïs Mainfray, coordinatrice de l'association VRAC Rennes. Et pour cette émission, je suis accompagnée, et très bien accompagnée, d'Emmanuel Pivon. Bonjour. Bonjour. Donc Emmanuel, tu es artisan meunier au Moulin de Chancor à Bru. C'est ça. Et également de Zoé Bochart. Donc c'est une super pro des animations et elle est en service civique chez VRAC Rennes. Bonjour. Bonjour Zoé. Alors comme tous les mois, l'association VRAC vous donne rendez-vous pour parler bien manger, pour parler saveurs. Et ça tombe bien car aujourd'hui c'est le printemps. Et évidemment on s'intéresse aux produits de saison. Alors si vous avez l'occasion de remplir votre panier au marché, faites le plein de poireaux, de navets, de radis, de choux, de pommes de terre, de panais, de céleri. Bref, consommer local, c'est savoir consommer en fonction de la saison. Vous êtes d'accord ? Ah bah grave. Alors, quand on parle de consommation plus responsable et plus durable, à VRAC, on parle aussi, et c'est là où on a un intérêt Enfin, en tout cas, on s'intéresse à ce domaine, on parle de justice alimentaire. Alors, c'est un grand mot, mais l'intérêt, c'est que tout le monde puisse accéder à une alimentation de qualité. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, et en tout cas peu d'impact. Et donc, pour ça, on développe ce qu'on appelle des groupements d'achat dans plusieurs quartiers rennais. Donc, ça prend la forme d'une vente, une sorte d'épicerie éphémère, un grand marché, une fois par mois par quartier. Donc, c'est en général une après-midi. Et donc, on en a 5 à Rennes. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu et qui ont envie de peut-être rejoindre un des groupements, il y en a une à l'école André Chédid de Villejean. Il y en a une également à Maurepas, au pôle associatif de la Marbaudet. Une au quartier Bréquigny, donc avec la MJC Bréquigny. Une également pour les étudiants à l'université à Rennes 2, donc encore une fois au quartier Villejean. Et une dernière qui ouvre donc c'est notre nouveau groupement qui ouvre en avril, le 12 avril, et donc en partenariat avec la maison des Squares au Blône. Voilà, et donc si vous souhaitez plus d'informations pour rejoindre en tout cas l'un des groupements, si ça vous intéresse d'acheter sous forme de groupement d'achat, n'hésitez pas à trouver des informations sur notre site internet, donc rennes.vrac-asso.org. Et donc restez à l'écoute pour parler alimentation de qualité avec Emmanuel et Zoé juste après Le Duc de Gourmandise de Michel Bernard. Et je chante quand vient midi pour mieux tromper mon appétit. Qu'il est doux sur ma langue ce parfum joli, le raisin et la mangue, le poulet rôti, les légumes je les déglutis. Pas trop vite, je profite de l'instant béni. Ah, on adore les chansons qui parlent de gourmandise. Vous êtes gourmand, Emmanuel et Zoé ? Oui. Zoé, Oui. beaucoup. Très, moi j'aime bien. Alors moi je suis épicurien, on me dit souvent. C'est vrai ? C'est vraiment l'association de la gourmandise et du produit de terroir authentique. Ouais, c'est ce qu'on aime. Ouais, solide et liquide. Plutôt salé, plutôt sucré ? Les deux, ça dépend des périodes. Complètement salé. Complètement salé. Ah là là. Bon, alors Emmanuel, tu es artisan meunier au Moulin de Chancor à Bru. Et donc, chaque mois, on s'approvisionne chez toi. On vient chercher la farine de sarrasin et puis la farine semi-complète. J'avais envie de te poser la question. Pour toi, c'est quoi une alimentation de qualité ? Et puis surtout, comment ça se concrétise au Moulin de Chancor ? Alors effectivement, on fait de la farine, ce qui paraît être un produit extrêmement simple, basique, que tout le monde a dans son placard, que aujourd'hui, quand j'exprime ma profession auprès d'amis, de connaissances plus ou moins proches ou pas du tout proches, tout de suite mais ça existe encore. Meunier, mais c'est Épinal, c'est un métier qui n'existe plus, mais tout le monde a de la farine dans son placard. Ça, c'est le premier sujet. Et bien souvent, c'est effectivement des farines qu'on va trouver en grande surface, dans les rayons, sur des origines diverses, on va dire, à grand renfort de marketing. Et mon cœur de métier et ma conviction, c'est qu'on a de la farine dans un pays quand même comme la France, qui est représenté par son emblème gastronomique qui est le pain. On est le pays aussi de la farine, forcément, farine de blé.
On est en Bretagne. L'autre emblème, c'est la galette de sarrasin. Et donc, c'est une évidence d'associer les deux sur plusieurs repas dans la semaine. Donc, mon métier, finalement, il est assez central dans la gastronomie nationale, mais aussi la gastronomie locale. Moi, je suis donc, comme tu l'as dit, Anaïs, complètement local, puisque on est un tout petit moulin, historiquement, moulin qui existe depuis bientôt 10 siècles, sur la Vilaine, 5 km de Rennes. Donc, l'évidence pour moi, quand j'ai repris avec mon épouse en 2012, c'était de revendiquer cette ultra-proximité avec des gens comme toi, avec les artisans boulangers, les restaurateurs aussi de haute volée sur Rennes et autour de Rennes. Et on a la chance d'être une des villes sur Rennes les plus étoilées de Bretagne. Donc, toutes ces connaissances, voire ces amis qui participent à l'évolution du moulin m'aident dans mes convictions. Et le bien manger, pour revenir à ta question, c'est effectivement le début, c'est le produit local de proximité où, avant même le produit, on va s'intéresser à la personne, au cultivateur, au maraîcher, à l'éleveur, et il passe par le panel, l'ensemble de ce qu'on peut trouver dans les produits de base pour constituer un plat à la française, quoi. Donc il faut des produits laitiers, il faut évidemment des légumes, il faut des céréales pour faire quelque chose de magnifique. Donc le local, c'est et la plupart des restaurateurs d'ailleurs l'ont compris aujourd'hui, le local, c'est une évidence pour valoriser, légitimer leur travail de transformation qui magnifie le produit. Et on arrive à un plat, à une assiette de qualité que si effectivement on sort des grossistes qui ont du produit correct mais tout venant, sans histoire, où on va payer un produit avec un prix. Alors on va avoir un label, on va avoir quelque chose au bout qui va nous donner l'impression qu'on est sur un produit supérieur ou pas. Il y a des gens qui sont capables de transformer un produit basique en une excellente assiette, mais au final, cette assiette, elle n'a aucune histoire. Et aujourd'hui, on est capable d'entendre, d'ailleurs de tous les âges, il suffit d'aller se promener dans Rennes, des restos qui sont aujourd'hui sur des cartes très réduites, avec des brigades derrière de gens hyper compétents, jeunes, d'un dynamisme incroyable. Partout, le maître mot, c'est produit local, produit de saison, tu viens de le dire, pour que quand on déguste cette assiette, on sait ce qu'il y a dedans, pas seulement parce qu'il y a, tu l'as dit, des panais, des carottes, une belle petite, pas trop grosse, attention, faut pas petit message, pas trop manger de viande aujourd'hui, il faut apprendre à réduire, mais on est sur quelque chose qui raconte quelque chose. Voilà, un plat qui raconte quelque chose, c'est formidable. C'est ça la cuisine de qualité. Ouais, merci Emmanuel. Et est-ce que alors c'est quoi une journée classique on de a envie meunier. De savoir. Bah oui, on a envie de savoir c'est quoi une journée de meunier. Ça ressemble à quoi? Alors une journée de meunier, suivant le poste qu'on a, nous on est 7 au moulin. Ouais. Donc petite entreprise, on se voit tous les jours, on s'entend, on se connaît tous les jours. J'ai mis en place, pour extrapoler, j'ai mis en place des sortes de brainstorming pour savoir où on va, pour donner des grandes lignes. Et j'investis toute mon équipe dans l'évolution de l'entreprise. Alors ça, il y a plein de gens qui vont le comprendre en nous écoutant qu'aujourd'hui, une TPE, quelle que soit son orientation et son métier de base, c'est un travail d'équipe. C'est pas moi, dirigeant, voilà, je me nomme jamais comme ça. Je choisis, on fait ça, on va là, à 3 ans, à 5 ans. Ça, c'est bien pour les banquiers, ça rassure. C'est du message politique, mais ça marche pas quand on veut emmener toute sa troupe vers où on veut aller, et c'est un travail d'équipe. Donc le matin, c'est tout simple, on se lève en fonction du poste. Moi, je suis multiposte, je fais tout. Mais en fonction de ce que un peu j'ai envie de faire ou de ce que je dois faire, ça va être où on démarre le moulin, et puis on lance une mouture, on voit en fonction des stocks, de l'envie du jour, du besoin dans les semaines à venir, si on fait de la mouture de blé, de la mouture de maïs, de la mouture de seigle, de la mouture de blé noir, etc.
C'est techniquement un travail très précis sur lequel on a besoin de beaucoup d'observation, de feeling, de toucher. Et on va se retrouver avec une autre partie du métier qui est la relation avec nos partenaires. Alors ça, c'est vrai que je me le garde, mais en même temps, je vais découvrir la délégation sur cette partie de relation avec les boulangers, les restaurateurs, les épiceries, etc. Puisque j'ai la chance depuis 2 ans d'avoir un jeune apprenti qui va terminer sa formation là en juin, à qui j'ai proposé de rejoindre l'équipe à temps plein. Et là, Rémi, pour le coup, s'appelle Rémi. Je ne sais pas s'il écoute Radio Quartier des Ondes, mais en tout cas, Rémi Hervouette, pour le citer, c'est un garçon formidable. On s'est croisés, on s'est appréciés. Il rejoint l'équipe et je vais l'aider à, je dirais, s'épaissir sur le relationnel. Il est déjà bon, mais la chance qu'il a, c'est que... Enfin, la chance qu'il a, que j'ai aussi surtout, c'est qu'on a le même parcours. Moi, j'ai fait de la boulangerie avant de faire de la meunerie. Alors, j'ai fait de la meunerie, je suis fils et petit-fils de meunier, donc là, je suis tombé dedans dans la marmite, tel un Obélix. Mais donc de 14 à 18 ans, je passais mes vacances au moulin, à ensacher de la farine, à partir dans les camions, donner un coup de main. Mais Rémi n'a pas vécu ça, mais par contre, il a choisi de faire de la boulangerie. Il a passé ses diplômes, il est arrivé chez un client, il a trouvé le moulin de Chancor, et puis du coup, il s'est dit, bah tiens, je vais apprendre aussi le métier avant. Et puis des deux, il n'arrive pas à choisir. Alors, il est comme moi, sauf que moi, j'avais la possibilité de reprendre le moulin de mes parents. C'est ce que j'ai fait. Et lui, ben, j'ai envie de l'investir parce que, je le répète, le gars est top. Et comme il a cette double capacité, comme moi, boulangerie, meunerie, c'est quelqu'un qui va parler le même discours. Et on sait très bien qu'avant d'être sortir d'une école de commerce, d'être très bon dans, je dirais, la relation commerciale, il faut d'abord parler le même langage que son client, que l'utilisateur de ce qu'on a envie de lui proposer. Et ça va marcher. Je suis sûr que ça va marcher. Donc ça, c'est encore une autre facette du métier, c'est cette relation client. Moi, je suis beaucoup sur le terrain. Et puis aussi, on fait un peu de mécanique. Tu vois, mes mains, un peu de mécano en ce moment. Beaucoup d'entretien, parce que là, on fait pas mal de petits travaux, de gros travaux aussi. Donc, c'est de la maintenance. C'est de l'entretien d'espaces verts, puisque le site de Chancor, qu'on peut découvrir à chaque journée du patrimoine, qui est ouvert au public, comme plein d'autres sur Rennes. Je vous invite à aller le voir, il est magnifique. Voilà, on peut venir s'inscrire et visiter le moulin. C'est sur la Vilaine, donc l'espace naturel, qui est d'ailleurs classé Natura 2000 devant le moulin. Donc on a à nouveau des loutres, on a des hérons, on a des aigrettes, on a des cormorans, des ragondins. Voilà, c'est un zoo, le truc, c'est top. Mon bureau est formidable, je ne changerai pour rien au monde. Et par contre, ça s'entretient. Et ça s'entretient aujourd'hui sur une difficulté normale. C'est pas une difficulté, mais il faut apprendre à respecter cette nature, à lui redonner aussi un aspect authentique, puisque on est quand même à 5 km sous Rennes, et notamment sous la route de l'Orient, sous la zone de la route de l'Orient. Et gamin, j'ai vu des trucs pas possibles arriver par la rivière. Tout ce qui flotte. Et donc ça, on sait que la Vilaine a été un dépotoir pendant des décennies et on apprend avec Rennes Métropole à retrouver un milieu relativement préservé. Et la nature s'y trompe pas, on revoit des espèces qui arrivent. Elle est très très forte, la nature. Il faut l'aider, mais elle est très très forte. Donc voilà, le métier de meunier, c'est hyper vaste. Ouais, je vois ça. On n'imaginerait pas comme ça. Non, c'est pas que la farine. Alors, j'oublie un truc aussi, c'est que j'ai parlé de nos partenaires en aval, mais il y a les partenaires en amont aussi, puisque presque 100% des blés qui sont livrés au moulin viennent directement des fermes. Pas de coopérative, donc j'ai mes partenaires agricoles aussi sur la partie Pays de la Loire en blé conventionnel, donc on fait du conventionnel, c'est-à-dire non bio. Donc là, c'est sur de haute valeur environnementale
ou charte de bonnes pratiques agricoles. Donc, c'est 2 cahiers des charges assez stricts. Et donc l'autre partie en bio. Et pour une partie qui va commencer à prendre de l'ampleur, à grandir, on est sur la filière rennaise terre de source. Et donc là, on est sur des approvisionnements en blé qui sont aux environs 35 km autour du centre de Rennes. Donc là, quand on parle de locavorisme, là, c'est poussé à l'extrême, puisque l'idée, c'est d'avoir des blés dans Rennes Métropole, cultivés, transformés donc, sur 3 moulins qu'on est à Bru, donc le moulin de Chancor, bien sûr, le moulin d'Assigné et le moulin de Roudin, qui est un petit peu en dessous, sur la route de Nantes. Donc sur ces 3 moulins, l'idée, c'est d'approvisionner de plus en plus, monter en puissance en quantité de blé, du blé noir aussi, avec un 4e collègue qui est le moulin de Charbonnières à Maison-Blanche, Saint-Grégoire, et puis approvisionner donc les épiceries, approvisionner le commerce local, les restaurants, et aussi demain, alors là il faut monter en puissance vraiment, parce que l'idée de Rennes Métropole, c'est de pouvoir passer les appels d'offres publics pour les administrations, donc les cantines, les selfs scolaires, les EHPAD, les hôpitaux, tout ce qui est restauration collective en terre de source. Parce qu'il y a une obligation, je rappelle la loi Egalim 2, qui oblige à 50% de produits locaux, dont 20% bio, et terre de source répond pleinement à cette obligation légale. Donc il va falloir transiter vers progressivement cette réglementation pour toute la Restauco. Donc ça, c'est mon métier. Voilà. Super. T'es super, enfin, t'es engagé. T'es quand même quelqu'un d'engagé. Est-ce que là, aujourd'hui, avec la flambée des prix, etc., c'est quoi ton cheval de bataille aujourd'hui pour, en tout cas, comment tu perçois le fait que les gens puissent continuer à bien s'alimenter avec dans ce contexte? Le contexte est très difficile. On l'annonce pas moins difficile dans les mois à venir. J'espère que on trouvera des solutions. Elles n'ont pas l'air d'être pleinement envisagées aujourd'hui par nos politiques au niveau national. Au niveau local, oui, bien sûr. Comment j'envisage effectivement ce mur qu'on a devant nous au niveau approvisionnement. On vient de vivre une année très compliquée. Les matières premières céréalières pour mon métier, elles ont fait comme toutes. Elles ont explosé. On a eu des blés, des céréales globalement qui ont doublé de prix. Là, il y a beaucoup de transformateurs comme les meuniers, mais aussi les deuxièmes transformateurs, les boulangers ont été montés au créneau à Paris. Je les ai accompagnés d'ailleurs, puisque j'ai mis ma casquette de boulanger, de partenaire exclusif pour les boulangers, et je suis allé à Paris manifester avec eux. Là, c'est l'énergie, donc. Personne ne comprend ce qui se passe au niveau obligation européenne d'acheter de l'énergie comme ça à des prix affolants. On est impacté. Pour autant, ça nous apprend à trouver des solutions. Et je dis souvent, le métier de chef d'entreprise, c'est avant même de développer son activité, avant même de développer un business, c'est trouver des solutions. Notre quotidien, c'est trouver des solutions. Quand on a ça en tête, on se réinvente et on trouve des solutions. Alors, évidemment, c'est peut-être plus simple pour une TPE, quoique on n'a pas de recul. On a très peu de recul. On n'a pas des pôles d'investisseurs comme des grandes maisons, des grosses boîtes. Mais pour autant, les solutions, étonnamment, vous avez plus de marge de manœuvre. On se les trouve. On se les trouve. Donc, je suis très confiant sur l'avenir à moyen et long terme. Le court terme, je dirais que pour nous tous, puisqu'on est tous consommateurs, on mange, c'est ce qui se passe déjà. Alors, peut-être au détriment du bio. On voit bien qu'aujourd'hui, le bio a un petit peu de difficulté à faire face à toute cette situation économique. Elle est d'ailleurs remplacée par le local. Donc, quand on fait du local, on ne se trompe pas. Mais il faut le légitimer, encore une fois. Il y a des gens qui vont vendre des produits locaux qui sont juste stockés 2 semaines
en périphérie de Rennes, et d'un coup, ça devient un produit local. Il faut savoir, là, la filière est essentielle. C'est-à-dire, il faut savoir identifier un producteur, un transformateur, toute une filière, pour se dire, là, j'ai acheté un produit, je vais prendre n'importe quoi, un paquet de pâtes. Ce paquet de pâtes, est-ce que la semoule, elle est locale? Est-ce qu'elle est européenne? Est-ce qu'elle n'est pas du tout du coin? Et quels sont les traitements? Puisque du coup, si on sort du bio, on n'est pas forcément dans des produits hyper chimiques, avec du pesticide, avec des résidus, avec des choses pas terribles. Mais pour autant, si on n'est pas labellisé, il faut apporter des garanties aux consommateurs. On a envie de manger correctement, ça c'est une certitude, malgré la crise, les gens veulent manger correctement. On entend aussi qu'il y a des gens qui ont des tout petites capacités d'achat alimentaire, mais il y a toujours une solution. Le vrac en fait partie, tu vois. Je vais te renvoyer la balle. Mais oui, mais complètement. Et c'est pour ça qu'on est là. Et ça s'accompagne d'ailleurs. Hein. C'est bien manger, ça s'accompagne. Et je pense que Zoé, tu pourras en parler tout à l'heure. Mais je vous propose qu'on passe tout de suite avec Gilbert Bécaud. Et puis, c'est Marché de Provence. Et je te laisse la parole tout à l'heure, Zoé, pour nous parler en tout cas, nous expliquer comment on fait justement pour parler alimentation et aller plus loin avec les adhérents. Voyageur de la nuit, moi, qui en ribambelle ai franchi des pays que je ne voyais pas. J'ai hâte, au point du jour, de trouver sur mes pas ce monde émerveillé qui rit et s'interpelle le matin au marché. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un beau plateau de pêche ou bien d'abricots. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrennes l'accent qui se promène et qui n'en finit pas. Alors, on continue pour parler alimentation de qualité. Et donc, comme vous le savez, à VRAC, donc on développe des groupements d'achat. Et à côté de ça, en tout cas, on pense que s'approvisionner en groupement d'achat, c'est chouette. Mais encore faut-il savoir cuisiner à côté. Encore faut-il avoir des recettes. Encore faut-il trouver du temps. Voilà. Et donc, l'idée, c'est quand même qu'on développe des animations, en fait, dans l'objectif de aller plus loin, en fait, avec les adhérents, redonner envie de cuisiner, faire du lien avec les producteurs. Et donc, c'est l'objectif de la mission de Zoé. C'est ça. Alors du coup, moi, je suis en service civique depuis mi-septembre et je suis encore là jusqu'à mi-mai. Et du coup, je m'occupe principalement des animations. Donc, on fait des jeux, des ateliers cuisine, des visites chez le producteur en majorité. Et le but de toutes ces animations, c'est de sensibiliser les gens à l'alimentation durable, à la consommation en vrac et à la cuisine et au retour du fait maison. Donc ça va être des jeux, par exemple un jeu des 7 familles des aliments, un memory des produits de saisonnalité, des visites chez les producteurs où on peut échanger. C'est souvent très attendu par les adhérents. Ça permet de créer du lien avec les producteurs, de voir comment les choses sont produites et de voir vraiment directement d'où vient ce qu'on a dans notre assiette et vraiment de pouvoir échanger avec les producteurs sur leur quotidien, etc. Donc on a eu l'occasion d'aller à la ferme du Bio du Bois pour embouteiller les jus de pommes de vrac et visiter la ferme et les vergers. On a aussi eu l'occasion d'aller voir Marilyn à la Lire à fromage, donc qui fait la tome de brebis de vrac. Donc on a pu voir les étapes de préparation de cette tome de brebis et d'autres fromages qui ne sont pas dans notre catalogue. Et du coup, les adhérents, à la fin, sont partis avec plein d'autres fromages frais qu'on ne connaît pas à Vrac.
Et du coup, voilà, donc les animations, c'est intéressant parce que ça nous permet de montrer un aspect économique, écologique de l'alimentation durable qui soit assez ludique et qui donne envie aux gens, qui ne soient pas juste regardez, mangez bien, regardez, mangez bio. C'est vraiment, venez, on fait quelque chose ensemble, on passe un bon moment, on prend plaisir. On essaye de faire des recettes qui sont connues, qu'on revisite sans viande, comme par exemple une blanquette de haricots blancs ou encore du chili sin carne. On avait fait le chili sin carne d'ailleurs avec un groupe de jeunes de Clair des Tours qui ont un peu grimacé quand ils ont vu que c'était sans viande parce qu'ils sont habitués à consommer avec de la viande, mais au final ils les ont aimés. Et puis voilà, on a fait le plat avec des wraps qu'on a fait d'ailleurs avec la farine des moulins de Chancor. Et heureusement qu'il y avait un jeune qui était en pâtisserie-boulangerie avec nous à ce moment-là et qui a pu nous montrer le mouvement pour faire... Pour étaler la pâte. Voilà, c'est ça, parce que sinon pas si simple. Non, c'était c'est vraiment assez pas complexe. si simple. La pâte à wrap, elle est On était à 10 compliquée. sur une table en train d'essayer de faire, on faisait des trous partout dans nos wraps. Mais au final, ça l'a fait nickel, c'était très bon. Mais du coup, voilà. Voilà pour les animations. Merci Zoé. Mais en tout cas, est-ce que tu veux nous donner les prochaines dates des futurs, s'il y en a qui veulent rejoindre? En tout cas, c'est ouvert un peu à tous. Ouais, carrément. Alors du coup, le 30 mars de 18h à 21h, on a un atelier cuisine avec les jeunes du Clair des Tours. Donc c'est ouvert aux jeunes des Clair des Tours. Si jamais vous nous écoutez, inscrivez-vous. Sinon, ouvert à tous, le 6 avril, de 17h à 19h, on a un atelier sur le bien-être avec Brandwen. Donc Brandwen, c'est une de nos adhérentes qui est naturopathe et réflexologue et qui va nous faire des ateliers sur la naturopathie. Là, on avait prévu de faire un atelier cosmétique avec les produits de vrac, donc faire un gommage pour le corps ou du baume à lèvres avec notre huile de coco et notre beurre de karité. Et on aura un deuxième atelier avec Brandwen qui va nous parler de l'alimentation et qui est en mai. Après, sinon, le 11 avril, on a un atelier couture de sac à vrac avec Odette, qui est une de nos adhérentes qui coud très bien. Donc ça sera à la MJC Bréquigny. Et le 19 avril, on fait une sortie à la ferme de la Pinay. Donc c'est nos producteurs de tomes de vache. Donc voilà, il va y avoir assez de monde sur cette sortie, je pense. Donc soyez prêts. Merci Zoé. Et donc pour ceux qui connaissent l'émission, on arrive déjà à la fin. Et avant que ça soit la fin, on vous a préparé, attention tatatin, le Hummus Quiz. Alors le Hummus Quiz, en 2 questions, hein, ça va, j'ai pas été trop vache. Est-ce que vous êtes prêts, Emmanuel, Zoé? Allez. On est prêts. Allez. Bon, le thème, Emmanuel, il aura peut-être un peu d'avance, mais sait-on jamais, Zoé, elle est impressionnante. L'idée, c'est que je vous pose des petites questions sur la farine. Donc, il y en a 2. La première question, il existe en France 6 types de farine, définis par leur taux de cendre. Ce sont les matières minérales principalement contenues dans les sons, autrement dit les impuretés des grains de blé. Le type de farine est défini par un chiffre. Plus il est bas, plus la farine est blanche. Quel type de farine n'existe pas? Alors, il y a plusieurs possibilités de réponse. Aucune idée. Zoé, déjà, ça commence mal. Elle a 2 lignes de la tête. Alors là, pas du tout. Si, tu vas entendre. Si. Alors, vous êtes prêts? Il y a la T45, la T55, la T65, la T85, la T110 ou la T150. Il y en a une qui n'existe pas. Et après, je porterai juste un petit poil de précision. Super. Parce qu'elle existe, en fait. C'est vrai? Oui. Mince. Je vais devoir refaire mon jeu de première. Ah oui, on va recommencer le jeu. C'est vrai? Alors, Zoé. laquelle? Franchement, je sais pas du tout. Je sais que la 65, elle existe parce qu'on en a à vrac. C'est ça, c'est la farine courante boulangère. Voilà, Enfin, c'est le ça. type boulanger préféré. Et puis après... 150, c'est la farine intégrale. J'aurais dit farine 150 complète. du coup, mais... Non, c'est le maximum. Et donc, la pâtissière type 45. Blanche, quoi. Voilà, très blanche, le cœur du grain de blé. La type 55, c'est la farine qu'on utilisait. Elle est dans la liste, hein, je crois. Oui. La type 55. 55. Elle existe, de moins en moins utilisée pour le pain, puisqu'on lui préfère la type 65. La différence, c'est grosso modo 10% de minéraux et de vitamines en plus. Donc, à qualité équivalente, on préfère ces 10% de qualité nutritionnelle.
Il y a 2 choses sur lesquelles je voulais revenir très vite. C'est que tu as très bien dit, Anaïs, c'est la quantité de son qui va être contenue dans la farine. Le son, c'est la pellicule externe, l'écorce, l'enveloppe, et non pas les impuretés. Quand on reçoit des grains de blé au moulin, il y a effectivement des impuretés. On va trouver des morceaux de paille, de la poussière minérale, de terre. On va trouver des graines autres que du blé, qui peuvent être dans le circuit de la moissonneuse-batteuse, dans le silo de stockage chez le fermier, dans le camion qui va amener le grain au moulin. Donc il faut les éliminer parce qu'on ne fait pas de la farine de grains dont on ne connaît pas, mais de blé. Et donc il y a tout un process de nettoyage pour retirer toutes ces impuretés. Et ensuite c'est la mouture pour séparer l'amande qui va donner la farine et le son qui est l'écorce qu'on va mettre de côté. Et quand on fait une mouture plus ou moins raffinée pour la type 45 pâtissière, il n'y a effectivement aucune enveloppe dedans. Et plus on monte le type, là tu as tout à fait raison, tu as très bien travaillé, il y a de plus en plus de sons, donc on monte en type jusqu'à la type 150. D'accord. La petite erreur, c'était la type 85. Alors, elle existe. Qui n'existe pas dans la classification du blé tendre. Ah. C'est la type 80 pour la farine bise, qui est nutritionnellement sans doute la plus intéressante, suivant pas mal d'études, parce qu'elle n'est pas encore suffisamment complète pour avoir un excès de fibres et potentiellement être un peu lourde à digérer et agresser un peu le tube digestif. Et pour autant, on peut faire à peu près tout avec. Moi, je fais mes crêpes, par exemple, à la type 80. La type 85, en fait, c'est une classification pour le seigle. Il y a un décalage dans la farine de blé et la farine de seigle. Et donc, la type 85, c'est une farine bise de seigle. Donc, il aurait fallu que je vous pose la question. Il existe en France 6 types de farine de blé. Ok. Bon, en tout cas, merci Emmanuel pour les précisions. Et alors, dernière question. Pour obtenir la farine, chaque meunier met au point un diagramme de mouture, tu en parlais tout à l'heure, afin que les différentes machines de moulin soient réglées automatiquement. Après le nettoyage, le grain de blé est transformé selon 3 étapes. Quelles sont-elles dans l'ordre? Alors, soit le claquage, le broyage, le convertissage, le broyage, le claquage, le convertissage, ou le convertissage, le broyage, le claquage. Où est-ce que tu es allé chercher ça? Tu as cherché sur le Wiki, net. sur Internet. Parce que sinon, tu es venu au moulin dans la bibliothèque pour prendre des bouquins techniques. C'est incroyable. J'ai jamais entendu ça. Et là, Zoé peut pas savoir. C'est impossible. Ah, peut-être que si. Hein. Elle est hyper douée. Et là, elle sait. Moi, je me suis documentée hier et je dirais le broyage, le claquage et le convertissage. Mais oui, bravo. Non, mais incroyable. Ce service civique, il est vraiment intéressant pour les jeunes, en fait. Je regrette de ne pas l'avoir fait. Ah là là. En tout cas, bravo Zoé. Bravo Zoé. Merci. Merci Emmanuel pour les explications complémentaires à ce Avec Houmous plaisir. Quiz. Et puis, merci à vous tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite une très belle journée et à bientôt sur Quartier des Ondes. À bientôt. À bientôt. À bientôt.